L'empire mongol fondé par Gengis Khan a été le plus grand empire terrestre ayant jamais existé. En 1195, Temujin fut élu roi des Mongols. Il entreprit aussitôt de soumettre les tribus rivales, notamment celle des Tatars. Tant et si bien qu'en 1206, il se proclama empereur et devint Gengis Khan. Il s'attaqua d'abord à la Chine, dont une partie était gouvernée par la dynastie des Xia occidentaux. Et après les avoir vaincus, il s'attaqua à la Mandchourie, qui était gouvernée par la dynastie des Qin. C'est d'ailleurs pour se prémunir contre ces invasions mongoles que les Qin avaient construit une partie de la Grande Muraille. Mais les Mongols, qui étaient des cavaliers, apprirent à assiéger les villes en construisant des machines de siège. Ils purent ainsi conquérir la Chine, et en 1215, ils s'emparèrent de la ville de Pékin. Puis en 1219, Gengis Khan s'attaqua au royaume de Khwarezm, qui correspond à peu près à l'actuel Ouzbékistan. Il continua ses conquêtes, il atteignit l'Indus en 1221, qui était la limite des conquêtes d'Alexandre le Grand, mais qui lui venait en sens inverse. Et une armée de 10 000 hommes s'aventura même en Russie en 1222. Toutes ces conquêtes de Gengis Khan s'achevèrent en 1224 et lui-même mourut en 1227. Mais ses trois successeurs continuèrent d'agrandir son empire, jusqu'en Iran, jusqu'en Irak, en Syrie, en Anatolie, et même jusque dans une partie de l'Europe orientale. Mais en 1260, cet empire fut partagé entre 4 dynasties issues de la descendance de Gengis Khan. L'une de ces parties recouvrait les steppes russes, c'est ce qu'on appelle la Horde d'Or. Et il y avait d'autre part la Chine de la dynastie des Yuan. Cette dynastie avait été fondée par Kubilai Khan, et ce Kubilai Khan fut l'empereur que rencontra Marco Polo au cours de ses voyages. En effet, la constitution de cet immense empire avait facilité les communications à travers les steppes d'Asie centrale, et on pouvait plus facilement se rendre en Chine par voie de terre. Cet empire mongol ne fut pas très durable. Néanmoins, la Horde d'Or, on appelle aussi le royaume des Tatars, soumit les principautés russes entre 1237 et 1242. Elle poussa même jusqu'en Pologne et jusqu'en Hongrie. Et les princes russes furent tributaires de la Horde d'Or du XIIIe au XVe siècle. Mais Ivan III se rebella et remporta une première victoire contre la Horde d'Or à Koulikovo en 1380. Ce fut une longue lutte, la Horde d'Or pilla Moscou en 1382, mais ce fut le début de l'indépendance de la Russie. À partir de 1430, la Horde d'Or commença à son tour à se morceler, et elle finit par disparaître en 1516. Toutefois, la menace des peuples tatars, qu'on appelle aussi turco-mongols, persista longtemps, au moins jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Mais par la suite, ces peuples turco-mongols furent englobés dans des colonies russes. La Russie avait bel et bien un empire colonial, on ne s'en rend pas très bien compte parce que ces colonies sont attenantes à la Russie elle-même. Mais il s'agissait de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kirghizistan, du Kazakhstan et du Turkménistan. De véritables colonies puisque ces peuples avaient une culture très différente de celle des Russes. Et pour protéger ces frontières contre ces peuples turco-mongols, ces Tatars, les Russes organisèrent une armée de paysans soldats qu'on appelle les Cosaques. On leur accordait des terres, en échange de quoi ils gardaient les marches de l'Empire, comme le faisaient les barbares avec l'Empire romain autrefois. Tout cela fait partie de l'histoire de la Russie. On peut avoir un aspect dans le roman de Tolstoï qui s'appelle Les Cosaques, mais aussi l'écho de ces menaces turco-mongoles dans le roman de Jules Verne, Michel Strogoff. Tamerlan n'était pas un Mongol, c'était un Turc, mais il était au service de l'Empire mongol, qui était déjà morcelé. Et après bien des guerres et des manigances et des trahisons, il se proclama roi de Transoxiane, c'est un royaume qui s'étend essentiellement en Ouzbékistan, et ce fut en 1370. Tamerlan était un musulman dévot, et néanmoins il entreprit de détruire quasi systématiquement tous les royaumes et les empires musulmans de son époque. Il était surtout un conquérant, il ne s'occupait pas de donner la moindre cohérence à son empire, il trouvait plus simple d'exterminer les populations. Quand une ville lui avait résisté, il faisait édifier d'élégantes pyramides de crâne à l'entrée de la ville. Quelquefois, comme il était artiste, il faisait déporter la population des artisans pour aller décorer sa capitale qui était Samarcande. Tamerlan contribua à la chute de la Horde d'Or et menaça même Moscou en 1395. Il conquit le Khanat de Crimée, vestige de l'Empire mongol. Il attaqua le sultanat de Delhi, en Inde, en 1398-1399. Il attaqua la Syrie, détruisant Alep et Damas de fond en comble. Il captura aussi le sultan ottoman, Bajazet Ier, etc. Et il s'apprêtait à partir à la conquête de la Chine, mais il mourut en 1405. Il vit la dynastie des grands Moghols qui régna sur le nord de l'Inde après la destruction du sultanat de Delhi.
Elle fut fondée en 1526 par un certain Babur qui était un descendant de Tamerlan. Et cette dynastie continua de régner jusqu'en 1857. Mais en réalité, ces grands Moghols ne sont pas des Mongols, ce sont des descendants de Tamerlan, donc ce sont des Turcs. Je n'entre pas trop dans le détail de ces populations turco-mongoles qui sont quand même bien lointaines pour nous et dont je vous ai donné une histoire extrêmement simplifiée.